Vous écoutez Un long chemin, Andry, pris entre deux feux, seconde partie. Et on a sorti de Donetsk et on a passé dans la forêt, le petit chemin dans la forêt. On a passé là et on a aperçu un arbre qui est tombé. Et on a arrêté. Je suis sorti pour regarder, pour voir les arbres. Et quelque chose de côté à côté m'a dit « Bouge pas ». Et je croyais que c'est fini, je suis mort déjà. Je croyais que c'est séparatiste de Donbass. Ah, c'est devenu les forces d'Ukraine. Oui. J'ai dit fouf, Inch'Allah. Oui, c'est bon. Mais mon ami, il n'était pas content. Il croyait qu'il va passer inaperçu. Mais ils m'ont détaché les mains, la tête, ils ont mis le petit sac comme ça sur la tête. C'était été le service de sécurité. Non, c'est pas service de sécurité, c'est comme militaire, sécurité militaire. Ils nous ont transférés au service de sécurité. Et depuis ce moment-là, je n'ai pas vu cet ami avec qui je suis parti là. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Et après ça, j'ai resté au cabinet de sécurité, service de sécurité. Et l'officier m'a dit « Pourquoi tu es venu là? Pourquoi tu es venu de Donetsk ?» J'ai dit « Parce que j'habite au Dnipro. » Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux détruire quelque chose? Pourquoi tu es dans le militaire? Il a trouvé une petite balle dans ma poche. Il m'a dit que oui, où est ton fusil? Mais j'ai dit que j'ai pas de fusil parce que je restais presque dans le sous-sol pendant 3 ans. Je suis comme prisonnière. Il m'a dit non, tu rigoles, t'es pas prisonnière. Tu es participant des séparatistes. Mais je suis non. Et c'est passé 7 heures à peu près, comme ça. Oui, ils ont posé beaucoup de questions. Comment, quoi, comment c'est passé, où, qui, comment s'appelle cette personne, comment s'appelle une autre personne. Ma tête, elle a été enflammée déjà. Et je pense que cette amie avec qui je suis parti de Donetsk, elle a dit que moi, j'ai été participant de la guerre. Mais cet officier des services de sécurité, il m'a dit que non, tes amis, il nous a dit que tu es aussi avec lui, tu étais participant. Ils ont fait l'expertise d'éléments, s'il y a des traces de poudre, oui. Si j'ai tiré ou pas, je ne trouvais rien. Mais j'ai resté là beaucoup de temps. J'ai resté dans la cellule aussi. Là. Parfois, par exemple, 2 ou 3 jours, je peux rester, ils n'ont pas parlé avec moi. Après, ils m'en sortent de là, ils parlent toute la journée. J'ai été suspendu sur le poignet, oui. J'ai été suspendu, oui. Et dans 3 semaines, ils m'ont dit que non, on n'a pas de confiance en toi. Toi, tu es séparatiste. Mais j'ai dit non, je ne suis pas séparatiste, mais j'ai pleuré déjà, et j'ai dit tout ce que je... pour persuader cette personne, mais elle m'a dit non. Par exemple, si une personne, si il a pris de confiance en moi, la deuxième personne dit non, c'est pas ça, elle me l'a menti, c'est pas ça, et se retourne sur le start. Et il recommence encore une fois. C'était trop dur. Il m'a dit qu'on n'a pas de choix. Si tu veux dire que tu es pro-ukrainien, on va t'envoyer au Donetsk. Mais on va te donner une petite bombe.
avec mécanisme de distension mécanisme, sur la distance. Tu dois t'approcher plus proche que possible des forces, des séparatistes, et faire une explosion pour faire plus de morts des séparatistes. Si on va voir c'est ce que tu fais, c'est la preuve que tu prends une preuve kenyenne. Mais je comprends que je peux pas faire ça, que c'est mort, moi je suis pas James Bond, c'est impossible pour moi. Et je comprends que mais j'ai pas de choix, et je dis ok. C'était été un expert en explosifs. Il m'a expliqué comment il faut préparer cette bombe, comment il faut poser, qu'est-ce qu'il faut appuyer, lequel bouton, tout ça. Mais j'ai rien compris, mais j'ai pas de choix, mais j'ai pas eu de choix. Mais je croyais que s'ils vont me laisser partir, ce sera bien déjà. Je vais jeter cette bombe quelque part et je vais partir de l'autre côté. Mais une fois, j'ai senti très mal à côté droite, c'est le rein. Ma température a monté jusqu'à 39. Non, mais ils ont compris que je tombé malade. Ils m'ont dit qu'il faut aller à l'hôpital. Ils m'ont ramené à l'hôpital. Et madame à l'hôpital, il m'a fait le radio, tout ça, le scanner. Ils m'ont dit qu'il faut couper le rein. C'est fini, le rein est mort. Ils m'ont fait le trou dans le ventre, sorti le sang, monté le poche. Et j'ai resté à l'hôpital comme ça. Et une personne qui est restée avec moi, une personne militaire, et dans 3-4 jours, il est disparu. C'est bizarre, mais il est disparu, c'est vraiment. Ils ont venu 2-3 fois par la journée pour vérifier si je suis sur place. Et après, ils sont partis. Et j'ai demandé un téléphone, j'ai appelé Natalia. Et j'ai dit que je suis à l'hôpital. Est-ce que tu peux venir avec mon ami pour me chercher? Il a demandé mon ami. Ils sont venus. Et je suis sorti de l'hôpital directement là. Il n'y était personne. Je montais dans la voiture et on est parti C'était à Kharkiv, la ville Kharkiv. Et on est parti. Je suis venu au Dnipro. Et j'ai aperçu que les parents de Natalia, ils sont pas contents. Et je comprends qu'ils ont parlé déjà avec les services de sécurité et les agents des services de sécurité, ils ont dit que je suis séparatiste. J'ai compris que je ne peux pas vivre là pour ce moment et il faut partir. Mais j'ai un autre appartement et on est parti avec Natalia et avec les génies. Mais il a été trop jeune, mais je lui ai dit. Mais toujours dans les nuits, toujours je vois le même rêve, avec même sens que je suis dans la prison pour toute ma vie. Que je serai mort dans la prison, c'est sûr. C'est le sens de mon rêve. Quelqu'un m'a dit que tu es en prison. J'ai dit que vous m'allez faire sortir quand? Il m'a dit non, on a perdu tes documents. Et je comprends que c'est pour toute ma vie. Et je me réveille. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Nathalie, elle m'a dit toujours, oh, qu'est-ce que c'est passé? Oui, ça veut dire que, par exemple, c'est aujourd'hui, si je vois, c'est très aujourd'hui, après-demain, ça veut dire que je vais voir ça aussi. Pas chaque nuit. Une nuit, après une nuit. C'est la même chose, mais un peu différent. Un peu différent, par exemple, si je suis dans le service de sécurité, et le chef de service, il m'a dit que tu as tué quelqu'un là au Donbass. J'ai dit non, je n'ai pas tué. Non, tu as tué, mais on a des preuves pour toi. Et il m'a dit, c'est tout, c'est pour toute ta vie, fermez-la. Et je me lève, je me rappelle, oh, c'est cauchemar, oui, c'est ça.
Et c'est très souvent. Mais j'ai un avis pour le service de sécurité ukrainien parce que pour ce moment-là, c'est Russie qui est agresseur. Ukraine, c'est le pays et le service de sécurité ukrainien, il est très populaire. Je ne crois pas que tous les services de sécurité, c'est pas bon service. Maintenant, je suis fanat des services de sécurité. C'est le service de sécurité qui a détruit les avions de Russie. C'est les services de sécurité qui ont détruit beaucoup de bateaux, beaucoup de généraux, des officiers militaires. Je ne veux pas accuser ça. Le service de sécurité, c'est un bon service pour ce moment. J'ai réfléchi sur son place. Moi aussi, je pas de confiance en moi. Parce que c'est trop étonnant. C'est trop étonnant. J'ai passé 3 ans dans la prison, j'ai fait le tatouage, tout ça. C'est bizarre. Ils avaient une raison pour cela. Ils avaient une raison. Ils croyaient que je suis vraiment séparatiste. Avec Natalia et avec les Eugénie, on est parti. Notre ami, il nous a ramenés dans notre appartement. Et on est resté là. Je n'ai pas dit l'adresse dans le service de sécurité, je n'ai pas dit l'adresse de mon appartement. Ils n'ont pas connu mon adresse. Et le père de Nathalie appelle, il dit que plusieurs personnes qui sont venues, ils ont dit qu'ils ont des services de sécurité pour chercher moi, pour chercher mes affaires, pour chercher les documents qui peuvent exister comme la preuve que je suis séparatiste. Ils ont récupéré un ordinateur, mon ordinateur. Ils ont récupéré quelque chose encore, je ne me rappelle pas déjà. Ils ont trouvé les documents sur avec adresse de mon appartement. Et on est parti tout de suite. On est parti avec Nathalie d'abord chez mon ami. Après, ils nous ont ramenés au arrondissement de Kherson et chez ma soeur. Et on est resté là. On est resté là. Et j'ai compris que Natalia, ça va rester avec ses filles. Il ne peut pas aller. Moi, je dois quitter l'Ukraine parce que je n'ai pas de choix. Parce que c'est les services de sécurité, ils ont laissé les papiers avec, oui, comme on avait des recherches, ça veut dire comme ça. Il explique pourquoi. Il explique que je suis séparatiste, je suis enfui de l'hôpital, tout ça, tout ça. Ça veut dire que je ne peux pas rester libre. Je pense que s'ils vont me trouver, je vais rester en prison. J'ai compris que je dois partir. Je n'ai pas de choix. J'ai appelé mon voisin et j'ai un voisin qui est conducteur de poids lourd. Il a travaillé avec mon père. Je lui ai demandé s'il peut me ramener quelque part en Europe parce que je dois partir. Et je lui ai donné d'argent. Je suis venu chez son garage. Il a trouvé une petite place pour moi. Il m'a donné une petite bouteille pour urine parce qu'il m'a dit que je ne vais pas sortir pendant 3-4 jours. Et j'ai pris un petit sac avec de la nourriture et le petit trou pour respirer. Pas de lumière du jour. Mais j'ai un portable et c'est tout parce qu'il faut bien se cacher pour passer là. C'est dans le camion, il a double fond. C'est ça. Il m'a dit qu'il l'utilise trop rarement, mais c'est pour si jamais il aurait besoin de ça. Et j'ai resté là pendant 4 jours, je pense. 4 jours. Je suis sorti une fois. C'était Bratislava, Slovaquie. Et je suis sorti une fois pendant cette fois. Et deuxième fois, je suis sorti à Blois. Je suis arrivé au Blois. Mon fils, il a été au Blois. Il a travaillé au Blois 6 ans.
Et encore, j'ai trouvé une amie qui habitait, d'abord elle habitait au Dnipro, et elle a déménagé au Blois. C'est deux personnes que je pourrais rencontrer. Mon fils il est parti, et cette mission elle est restée là. Et quand je suis venu à Blois, elle m'a ramené au PADA. PADA, c'est le service pour les étrangers qui recherchent un pays où ils peuvent rester. Et je suis venu au PADA, c'est la madame, elle est trop gentille. Et elle m'a dit que je dois remplir une petite feuille, je dois expliquer trop court qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Et mon ami qui m'a ramené là, il a bien parlé français parce que moi je ne parlais pas du tout. Elle a dit que cette monsieur, il est trop malade, il a une sangle, il a une poche, il a besoin de l'hôpital et c'est bien que vous pouvez l'envoyer autour parce que là, bien de l'hôpital Bretonneau, parce qu'au Blois, l'hôpital, il n'est pas bon. J'ai montré le sangle à madame, je croyais qu'il va tomber. Elle était trop blanche. Et elle m'a dit, ok. Elle a écrit le papier, je ne sais pas lequel. Elle m'a dit que c'est le programme pour les jeunes qui sont trop malades. Elle a écrit ce papier et dans 13 jours, ils m'ont donné un appartement autour. C'est, comme ça s'appelle, la petite auberge de jeunesse, je pense. Je n'ai pas resté à dehors. Et c'est bon service, mais j'étais trop content. Et beaucoup de gens qui me disent, oh, c'est bien que c'est passé avec toi. Mais c'est pas bien si c'est passé avec le son, avec le son, avec Laurent. Et chaque jour, j'ai une température 37-38. Je suis venu à l'hôpital et là, une chirurgienne qui m'a dit qu'on va faire le... Ils ont sorti le son, ils m'ont dit qu'il n'y a pas besoin parce qu'il ne fonctionne pas déjà. C'est ce son que je dois porter pendant 3 semaines. Après, il sera bouché. Il n'a pas de sens. Ils ont sorti le son. Ils m'ont dit qu'on va faire l'opération dans 3 mois. Ils ont fait l'opération, coupé le rein, sorti le rein. Et après, on a fait l'opération sur le deuxième rein. Et c'est comme ça, je restais vieux. À grâce des chirurgiens de France. À grâce des cas de coléa aussi, parce que je me rappelle quand trois personnes qui sont venues me récupérer des appartements de cette auberge de jeunesse et ils m'ont ramené, ils ont récupéré toutes mes valises. À place de moi, j'ai dit restez moi. Non, ils ont récupéré 3 pièces à Wally Philippe, oui. Wally Philippe, et le troisième, il a été déjà, mais je ne me rappelle pas. J'ai demandé d'asile parce que la cause politique, je pense que la cause politique, parce que moi, je ne pourrais pas rester en Ukraine. Mais je n'ai pas eu de choix. Mais le médical, c'est pas grave. J'ai pu vivre avec un rang, c'est pas grave. Et je travaille bien, je me sens bien maintenant. Je bois de la bière. Je bois beaucoup. Parfois, si canette de la bière, c'est bon. J'ai un appartement de cadavre avec 1, 2, 3, 5 chambres et habite 5 personnes. Chacune personne il a son propre chambre. Mais la cuisine pour tout le monde, le toilette, le douche pour tout le monde. Mais c'est bien, tout le monde c'est gentil. 3 personnes des Afghanistan, 1 personne de Érythrée et moi. C'est 5 personnes, oui, je me rappelle. Je suis parti à l'OFPRA, mais j'ai expliqué n'importe quoi, mais il faudrait noter quelque chose, j'ai expliqué n'importe quoi là. Et OFPRA, il m'a refusé. Moi, je ne me rappelle pas les dates. Ils m'ont demandé trop précisément. Ils m'ont demandé trop précisément, j'ai dit, ben j'ai oublié, j'ai oublié, et ils m'ont refusé à cause de ça, je pense. Il m'a manqué les preuves, je pense. C'était été avant de Nathalie, elle était toujours en Ukraine. Nathalie, elle est venue en novembre. Nathalie, elle est venue dans 10 mois.
Elle est venue dans 10 mois après moi. Et Nathalie est venue en offre. Ils ont refusé aussi. Après, j'ai trouvé un avocat. Un avocat a demandé CNDA à composer deux histoires. Mon histoire et l'histoire de Natalia. Parce qu'on est un couple et on peut venir ensemble. Je lui demandais qu'est-ce que je dois présenter pour avoir un asile. Il m'a dit qu'il faut les preuves. Il m'a expliqué qu'est-ce que les preuves, quelles preuves il faut chercher. Les preuves que j'ai été au Donetsk, par exemple. Les preuves que j'ai été en prison, par exemple, que j'ai été arrêté. Les preuves que je suis en recherche. Et j'ai ramassé les papiers, tout ça. J'ai ramassé tous. On a passé un CNDA en 2021. En 2021. Et le juge qui m'a dit, vous êtes ukrainien, vous voulez partir d'Ukraine, vous voulez chercher les biens de vie dans l'Europe, je vous connais bien, je voulais sortir. J'ai été énervé, parce que mais, si le juge dit comme ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de sens. Et après, il y a 3 juges. La première pose des questions de Donbass, au sujet de Donbass. Deuxième pose des questions au sujet de tatouage. À quoi cela ressemble? Comment ressemble la machine de tatouage? Mais j'ai expliqué pour la machine de tatouage. La troisième juge, je ne me rappelle pas, elle a posé des questions sur un autre sujet. 3 juges, et chacun, il a son propre sujet pour poser les questions. Et dans 3 semaines, la réponse, Wally m'appelle, il m'a dit que félicitations, mais je n'ai pas compris pourquoi les félicitations, mais je n'ai pas d'anniversaire. Il m'a dit que vous avez reçu le positif, et j'ai été étonné. Oui, je crois que c'est pas nous. J'ai complété déjà la valise pour sortir. Et voilà. Je sais pas, j'étais en choc vraiment parce que c'est pas attendu, c'est inattendu, oui, c'est ça. C'était été très inattendu pour moi. Après, j'ai écouté le juge qui m'a dit que je connais bien vos frères. Et après, la réponse comme ça, c'est très étonnant. J'ai dit à l'avocat, quand on est sorti de là, j'ai dit à l'avocat, c'est mal qu'on est venu. C'est pas bonne idée. Et il m'a dit, non, non, attendez. Et l'avocate, elle a une raison. J'ai reçu un asile. Evgeny, il est toujours en Ukraine, avec les parents de Natalia, et on ne peut pas le faire sortir. Juste, j'ai oublié pour une chose. Pour sortir ma fille, il faut laisser les documents que je suis d'accord que Natalia, elle va sortir tout seule avec ma fille. Et il n'a pas le droit de sortir tout seul de l'Ukraine sans mon autorisation. C'était trop de problèmes et Evgeny, il est toujours en Ukraine. On n'a pas de contact, pas du tout. Et on n'a pas de contact parce que le père de Natal, il n'est pas content qu'on est marié. Et je pense qu'il a participé et il a écrit quelque chose dans les services de sécurité pour faire la preuve que je suis séparatiste. Et je pense qu'à cause de ça, j'ai la plupart des problèmes. C'est mon avis, c'est juste mon avis. Je soupçonne, mais je ne suis pas sûr. Et Evgeny, il est toujours là. On ne trouve pas le contact parce que je pense que le père de Natal, il ne donne pas son portable. On cherche toujours dans les réseaux sociaux. On cherche dans Instagram, Facebook, partout, mais on ne trouve pas. Peut-être elle a changé le nom et prénom. Peut-être il n'a pas son page dans le réseau social. Je ne sais pas, mais on ne trouve pas, on ne peut pas contacter. Depuis 2018, 7 ans. 7 ans, oui.
Mais mais on espère que... Et on est sûr qu'elle est bien, parce que les parents de Nathan, ils se sentent bien. J'espère que la bombe ne va pas tomber sur la maison et le reste tout ira bien. Elle va attendre ses 18 ans et elle va partir soi-même où il veut et après on va voir. On va se voir, je pense. Mais je pense qu'il ne va pas parler avec nous parce qu'il ne sera pas très content. Parce qu'on a disparu de sa vie et son grand-père, il a expliqué quelque chose d'autre. Que c'est nous qui est partis, on a les jetés, et comme ça, mais je pense qu'il ne sera pas trop content. Et mon fils de premier mariage, il est aussi pas trop content parce qu'il est parti avec ma ex-femme en Italie, il a été 13 ans. Et c'est trop dur à expliquer pourquoi elle est partie. Moi, j'ai resté en Ukraine et comme ça. Ça a été trop dur à expliquer. Après, à 17 ans, je l'ai expliqué déjà et il a compris bien. Et maintenant, il s'en fiche parce qu'il a 31 ans déjà. Et je pense qu'il s'en fout. La force des Russes, ils ont passé un exercice en 2021 à côté de frontières d'Ukraine. Et mon ami qui est resté en Ukraine, il m'a dit que il a vu la vidéo où 40 ou 50 personnes de forces de Russie, ils ont dépassé les frontières. C'est la vidéo des services de renseignement d'Ukraine. Et le lendemain, ma voisine, il m'a appelé, il m'a dit que, écoute, tu attends les bombes? Et j'attends les les bombes. Et j'ai compris que c'est commencé. Et je croyais que ça va commencer. J'ai pensé avant que ça va commencer plus tôt ou plus tard, mais ça va commencer, c'est sûr, parce que Poutine, il ne peut pas laisser tranquille l'Ukraine. Je pense que le problème économique va manger la Russie. C'est mon avis. Et le reste, le militaire, c'est impossible à gagner la Russie parce qu'il y a beaucoup de ressources, beaucoup de gens qu'il peut prendre sur la guerre, plus de millions. Et c'est la politique des États-Unis. Moi, je ne suis pas content maintenant parce que Trump, il est fou, je pense. C'est le président qui a perdu la tête, tout à fait. Le dernier temps, je vois que la France n'est pas en sécurité. Il y a beaucoup de manifestations comme ça, beaucoup de gens qui cassent les fenêtres, tout ça. Plus en Ukraine, il n'est pas comme ça. En France, il y a beaucoup de troubles. La France, elle n'est pas trop calme. Le vivre, c'est pas trop calme. Mais quand même, il n'y a pas de bombe, c'est ça. Et en France, il y a de bons médecins, bons services partout, et les gens, c'est trop gentil. C'est le meilleur pays que je... Oui, c'est le meilleur, je pense, que j'imagine. Peut-être il est le meilleur pays mais je n'ai pas été là. Je ne savais pas. Je ne sais pas. Je travaille chaque jour. Je bois de la bière, je regarde la télé. Et parfois, on va, mais en vacances, on a passé au Bordeaux, au Nantes, comme ça. Et je travaille comme menuisier. Et mon chef m'a donné le camion, j'ai un camion, j'ai une voiture. La vie comme la vie, rien d'étonnant. Les voisins, c'est nos amis.
Ils ont parlé russe aussi. On parle russe, ils ont parlé russe. Une voisine de Bulgarie, deuxième d'Arménie, et un peu plus loin des Tchétchènes, des garages d'Arméniens aussi, des Géorgiens comme ça, et on a beaucoup de... Toute l'Union soviétique qui sont là. On a des amis des Français aussi, bien sûr. Plus important dans la vie, c'est avoir la famille, avoir des amis, l'argent, et ne pas avoir de la guerre. Ne pas avoir la guerre. Oui, c'est ça. Ils sont la guerre. Quand j'habitais en Ukraine, je croyais que je serais mort 60 ans, et je serais mort déjà. Ici, je comprends, ici en France, je comprends que je peux vivre plus de 80 ans. Et j'ai peur de la vieillesse, oui, j'ai peur de la vieillesse, c'est vrai, parce que je vois des jeunes 90 ans qui voient rien, déjà qui ne peuvent pas marcher sur la barrière. Pour moi, c'est trop difficile parce que j'ai peur. Je dois avoir quelqu'un qui va me monter, qui va me changer les culottes, je ne sais pas, mais c'est trop triste pour moi. Je ne veux pas vivre comme ça, c'est vraiment... Quand je serai incapable pour servir pour moi-même, c'est trop triste. Merci d'avoir écouté Un long chemin. Pour me soutenir et ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner. Un grand merci à Andry pour son témoignage.